Chers téléspectateurs, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de Pour votre information. Ce sera encore une fois une belle saison, des nouveaux collaborateurs, de ceux que vous appréciez depuis déjà quelques saisons qui sont de retour également, des entrevues aussi avec des acteurs de l'art qui font l'actualité. Très heureux de vous savoir là en ce début d'ailleurs de nouvelle saison également à l'extérieur. Vous le voyez avec les magnifiques couleurs. Sortez, profitez-en de ces magnifiques couleurs automnales en ce début d'octobre. Mes invités d'ailleurs pour notre première cette semaine, Guylaine Archambault sera avec nous, elle qui est du Musée de la Santé Armand Frappier, Myriam Gervais qui, elle, est courtière immobilière, viendra démystifier le monde de l'immobilier. Sophia Iannantuono qui est elle aussi courtière immobilière, viendra vulgariser un autre penchant de ce secteur d'activité économique. Alexandre Quesnol qui, lui, est derrière la venue d'une série de conférences pour parler de leadership en 2023. André Maurice pour bavarder de la nouvelle programmation des grands explorateurs. Geneviève Deshôtels, elle qui est directrice générale de Éduc'Alcool pour la nouvelle campagne de sensibilisation de Éduc'Alcool justement. Sarah Maude, elle qui est une photographe professionnelle, ambassadrice pour Nikon Canada, viendra nous parler des magnifiques photos d'ailleurs durant la période des couleurs que vous pourriez faire en famille. Et aussi, on recevra Karine Roy qui nous parlera de leadership, mais du leadership de demain sous toutes ses formes. Je vous souhaite une magnifique émission. Et on débute d'ailleurs avec ce nouveau segment d'emblée avant de pouvoir voir ces nouveaux invités ou collaborateurs. C'est la semaine de la Valoise, donc des aînés qui est organisée par la ville, des partenaires municipaux et il y a une dizaine d'organismes communautaires faisant partie en majorité là, de la table régionale de concertation des aînés de Laval. Cet événement qui vise donc à stimuler les échanges entre les aînés et les autres générations. Ça aura lieu donc très bientôt dans le cadre de cette 34e édition de la Semaine lavalloise des aînés qui a pour thème « 1001 façons de s'activer ». C'est plus d'une quarantaine d'activités qui sont proposées et qui d'ailleurs sont réunies pour favoriser votre mieux-être en participant à des activités aussi divertissantes qu'instructives. Elles se déroulent du 1er au 7 octobre et la plupart des activités nécessitent toutefois une inscription. Et exceptionnellement, cette année, des activités se sont ajoutées en périphérie de la semaine, soit le 8 octobre. Alors, on vous invite à être attentifs sur plusieurs plateformes. Et concernant le Salon des aînés de Laval qui viendra clôturer donc cette semaine lavalloise des aînés, c'est le 7 et 8 octobre au Carrefour socio-culturel et sportif Action 50+. Le salon qui est un événement destiné, vous avez compris, aux 50 ans et plus. Et c'est organisé par l'organisme Mécanisme pour aînés et usagers vulnérables. Au programme, par exemple, une centaine d'exposants et d'artisans, plus d'une dizaine d'ateliers de conférences sur 2 jours qui seront projetés, des festivités extérieures avec la présence de camions de rue. Aussi, au courant de cette série d'activités, voilà, venez rencontrer notre marraine, Mme Danielle Ouimet, les conférenciers Dr Éric Simard, Dr Gilles Lapointe, Dan Bigra également, l'artiste bien connu, sera présent. Séances de photos, d'autographes qui sont prévues aussi. Lieu accessible aux personnes aussi à retenir à mobilité réduite, l'activité qui est offerte dans le cadre de la semaine lavalloise des aînés. Parlons maintenant, toujours dans ce segment d'activités à faire à Laval prochainement, le projet Zoom Art qui présente des images d'œuvres d'art actuelles sur des supports habituellement dédiés à de la publicité pour offrir une oasis artistique. L'initiative rend justement l'art contemporain accessible à des non-publics en les exposant à des pratiques d'artistes en art contemporain dans des espaces de transit. C'est une 4e édition de Zoom Art réalisée par la Ville de Laval. C'est réuni en 30 images d'œuvres de 15 artistes des arts visuels actuels sous la thématique « Nature secrète ». Cette sélection d'œuvres évoque la puissance, la fragilité de l'environnement, ainsi que notre cohabitation avec ce dernier. Elle veut nous faire valoir aussi la nature sous un autre angle et elle invite à l'introspection, à découvrir jusqu'au 15 octobre d'ailleurs, lors d'une promenade urbaine, dans les espaces publicitaires, des abribus, des grands panneaux extérieurs et des métros que vous fréquentez couramment sur le territoire lavallois, soit de la Concorde et Montmorency. Également d'autres événements comme Laval regorge d'activités intérieures telles que Manger, l'exposition qui nourrit, que propose le Musée de la Santé Armand Frappier. On en aura un peu plus de détails un peu plus loin avec la directrice générale, elle qui est évidemment Mme Guylaine Archambault, qui sera également une nouvelle collaboratrice de façon sporadique à cette émission. Mais déjà, je peux vous dire que vous allez découvrir de certains plats, certaines traditions en provenance des 4 coins du globe, mais évidemment de notre terroir québécois. On vous invite aussi à découvrir les trésors cachés du Centropolis. On le sait,
c'est un important pivot de la vie urbaine chez nous à Laval. Centropolis, c'est vraiment cette destination par excellence pour le magasinage, la gastronomie, le divertissement. Et chaque visite est l'occasion de faire pour vous de belles découvertes. Et ça a pris un tournant vert quand même depuis 2009 en se lançant dans cette initiative à la fois innovatrice, expérimentale, en remplaçant un espace floral en potager ornemental du côté de la place centrale. Les légumes, on arrive en fin de saison justement, de moisson. Hein? Alors les récoltes sont abondantes. Les légumes qui y sont cultivés possèdent des formes, des couleurs originales, que ce soit à l'état de la feuille, de la fleur ou du fruit. Et l'initiative permet à Centropolis de réduire son empreinte carbone, de faire sa part en matière de responsabilité sociale. La totalité d'ailleurs des récoltes de son potager est remise là, à la Banque alimentaire régionale. Ça contribue à nourrir des familles dans le besoin. Alors très important, intéressant aussi de pouvoir les découvrir sur place. Et est-ce que vous saviez qu'il y a quand même 2 parcours pour faire votre jogging d'une longueur de 1,2 km et de 1,4 km? Les parcours sont indiqués par des tracés rouges au sol. Le Centropolis, qui, on le sait aussi, c'est un lieu phare pour pouvoir, sur tous les charmes finalement, y découvrir le tout en famille, entre amis, entre collègues, en amoureux, pour partager les plaisirs de la vie et du divertissement qui sont mis à notre disposition. Et parlant de cette saison de l'automne qui est bien enclenchée en ce début d'octobre, il y a plus de 200 activités qui vous attendent pour la rentrée en bibliothèque. Heure du compte, jeux de société, ateliers technologiques au studio, il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts. On dit qu'il y aura même encore plus de folie avec la soirée, là, interdit aux adultes, des jeux, de la réalité virtuelle qui est d'ailleurs tant prisé, oui, voilà, chez nos jeunes, la création littéraire, des ateliers divers, le plaisir des mots en chansons, en poésie, en histoire, des conférences et des ateliers qui sont également par l'entremise des bibliothèques à découvrir. Si vous êtes passionné d'actualité, du passé, vous pourrez en apprendre aussi un peu plus avec des conférenciers qui sont spécialisés. Notez là, que certaines activités en bibliothèque requièrent une réservation sur le inscription.laval.ca. Vous avez là-dessus toutes les informations. Vous pouvez également dessiner la face cachée de la Lune avec Bettina Forget. Vous pouvez vous joindre donc avec l'artiste le 9 octobre prochain pour un atelier de dessin de cratères lunaires inspiré par son projet Femmes d'impact et l'œuvre Museum of the Moon de Luc Gérame. Les participants dessineront des cratères de la face cachée de la Lune et donneront à ceux-ci le nom de femmes scientifiques célèbres. Le matériel d'art sera fourni et aucun talent artistique n'est requis. Donc, je peux y aller. Un maximum de 20 personnes par séance seront toutefois requises. Alors, vous devez savoir tout ça d'emblée. Bettina Forget, qui est une artiste, une éducatrice basée à Montréal, en plus d'être directrice de programme à l'Institut SETI en Californie. Bettina qui se spécialise dans les arts médiatiques traditionnels et nouveaux en se concentrant sur l'astrobiologie, la science-fiction et le féminisme. Vous l'aurez compris, son travail qui a été exposé à l'international à Montréal, Planétarium Rio Tinto Alcan et chez nous à Laval, dernièrement au Cosmodome. L'activité qui aura lieu au chalet-restaurant du Centre de la Nature et qui est présentée dans le cadre, je vous rappelle, de l'événement Museum of the Moon. Et pour l'information, vous pouvez déjà d'emblée le communiquer au 450-978-6888, soit 6888, poste 4429, soit 4429. Est-ce que la Ville de Laval aussi vous offre sur le plan de la nature, une ville quand même très verte qui est au diapason de vos préoccupations? On vous offre des arbres gratuits et subventionnés pour améliorer donc la résilience face au changement climatique et de lutter contre les îlots de chaleur urbains. La Ville de Laval, on le sait, doit augmenter sa canopée, soit le couvert forestier qui est formé par la cime des arbres. Et la Ville va planter 15 000 arbres sur ces terrains ainsi qu'en emprise donc publique de 2023 à 2025. Mais elle souhaite donc contribuer à la plantation de ces 15 000 arbres sur les terrains privés aussi pendant la même période, donc sur votre terrain. Et vous aimeriez contribuer au verdissement de votre quartier. Il y a 2 programmes incitatifs qui visent à faciliter la plantation d'arbres sur votre terrain qui vous sont offerts. Jusqu'à 10 arbres gratuits qui est offert par la Ville. Il y a une subvention pouvant aller jusqu'à 200 $ par arbre planté. Alors, vous pouvez découvrir les programmes qui sont le mieux adaptés à votre réalité selon la grandeur de votre terrain, le positionnement de votre maison également. Ça peut avoir une incidence sur le www.laval.ca.
le programme de don d'arbres qui est réalisé là, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte de 2030. Et si vous voulez peut-être, vous êtes entrepreneur, avoir une porte d'entrée vers une formation en impôts et comptabilité, eh bien, c'est possible pour vous si vous êtes une entreprise sur le territoire lavallois. Laval Économique est un groupe d'experts en solutions d'affaires pour les entreprises et on souhaite accélérer le développement de façon là, innovante, responsable et durable pour celles qui désirent s'implanter aussi à Laval. Et Laval Économique, donc, vous propose une formation qui va vous aider à maîtriser les compétences nécessaires pour comprendre vos impôts, gérer vos taxes et bien réaliser vos tâches liées à la comptabilité. Elle va se tenir prochainement, c'est à la fin du mois d'octobre, le 24 octobre prochain. Et si vous êtes un nouveau travailleur autonome, vous venez de démarrer votre entreprise, vous participez à cette formation, c'est possible d'obtenir les outils nécessaires pour améliorer votre compréhension de vos droits, de vos obligations fiscales. C'est gratuit. Et le lieu de la formation de Laval Économique qu'elle vous donne, cette formation, c'est au 1333 boulevard de Chomédé, justement dans les bureaux de Laval Économique, au 4e étage. Et pour information, lavaleconomique.com, vous allez retrouver toute l'information requise là-dessus. Maintenant, passons à nos invités, à nos collaborateurs. Je vous souhaite une très belle émission. Il y a un musée qui, chez nous, aborde les différentes facettes de la santé de manière tellement amusante, captivante pour tout le monde. Ça se peut, oui, puis on vous représente ce musée de la santé Armand Frappier. Et d'ailleurs, je suis très content aussi de pouvoir dire qu'on aura sporadiquement une collaboration avec justement les dirigeants du musée, avec en tête la directrice générale du musée de la santé Armand Frappier, qui est avec nous. Guylaine Archambault, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, c'est nous aussi, on vous avait beaucoup aimé l'automne dernier. Vous étiez venu justement en début de saison, venez nous parler des nouveaux projets, des nouvelles installations également de votre musée qui depuis, je pense, a pris vraiment son envol. D'ailleurs, si on parle de la rentrée, mais on fait peut-être un petit bilan de l'été dernier, des derniers mois. Ça se résume à comment depuis votre ouverture? Oui, bien alors c'est ça. Merci de m'accueillir. Je suis toujours enthousiaste de venir parler des activités du Musée de la santé Armand Frappier. Alors, les gens choisissent de nous visiter, que ce soit les enseignants, les parents, les tout-petits, parce qu'on diffuse des informations de qualité puis accessibles. Puis effectivement, cet été, on a accueilli excursionnistes, touristes et puis aussi des campeurs, des petits campeurs qui sont venus en 4 jours. Ils étaient des centaines. Ils sont venus relever le défi ils étaient âgés entre 6 et 12 ans, relever le défi de découvrir quelle était la cellule mystère qu'on leur avait présentée en début de séjour. Alors, avec des manipulations, des expérimentations, ils ont relevé ces défis. Oui. Ben non, mais allez-y, complétez. Et puis là, j'allais mentionner que maintenant, à l'instar de nos petits campeurs puis de nos visiteurs, on est en mode rentrée au Musée de la santé Armand Frappier. Exact, puis plusieurs activités, mais ça me permet parce que ça vient de me poindre à l'esprit. Oui, bon, il y a eu cet intérêt parce qu'on a ouvert à nouveau de nouvelles installations, j'y faisais référence d'emblée, mais avec l'été un peu moribond sur le plan de la météo à l'extérieur, c'était bon pour nos musées, ça, pour la fréquentation. Est-ce que vous avez vu justement une cause à effet d'augmentation d'achalandage aussi, peut-être un peu dû à ça? Ou... Oui, les visiteurs étaient au rendez-vous. Et puis, par contre, on les voudrait toujours plus nombreux. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, oui, on a eu un été assez particulier. Hein. Je pense que les changements climatiques, on les sent très présents avec les feux de forêt, les vagues de chaleur, etc. Puis justement, j'en fais une petite parenthèse, mais c'est un sujet qu'on abordera l'an prochain au Musée de la santé Armand Frappier. Changement climatique et santé. Mais ça, on va s'en reparler. Vous serez là pour nous en parler, effectivement, parce que moment présent, c'est les Journées de la culture, au moment de présenter cette émission. Donc, c'est des activités gratuites qui sont aux 4 coins du Québec. Évidemment, sur le territoire lavallois, ça pullule d'événements, d'endroits, de diffuseurs, d'artistes, d'artisans. Et justement, vous avez des activités pour les Journées de la culture. Oui, Journées de la culture, dernier week-end, fin septembre, début octobre, donc du 29 septembre au 1er octobre. Et chez nous, au Musée de la santé, porte ouverte le dimanche 1er octobre. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer l'exposition permanente 4321 Santé qui invite à explorer de manière active 4 échelles de la santé. Puis ils auront aussi accès à nos laboratoires, à la microscopie. Donc, ils enfilent le sarrau, ils se mettent derrière le microscope puis ils regardent différents êtres vivants, miniatures, des cellules, des organismes, etc. Alors, très quand même ludique, interactif, intéressant pour nos enfants, pour les gens de
tous âges. Et ça nous amène aussi à présenter, parce que là, il y aura l'ouverture d'une nouvelle exposition temporaire, je pense, du musée Manger. Déjà, ça évoque pas mal pour moi. Donc, l'exposition qui nourrit, voilà, c'est le coup d'envoi dès lundi prochain, le 2 octobre. Là. Voilà, on inaugure le 2 octobre. On accueille les visiteurs à partir du 3 octobre. Manger, l'exposition qui nourrit, vous avez raison. C'est une exposition qui aborde le thème de l'alimentation et du bien-être. Alors, bien sûr, encore une fois, il va y avoir des interactifs, des éléments sensoriels. On pourra aussi jouer à certains jeux interactifs et même participer à une activité là, de sciences participatives. Okay. On répond à un sondage qui nous est présenté par une chercheuse. Mais donc, l'exposition, rapidement, en 3 temps, on découvre les nutriments, à quel point ils aident notre corps à fonctionner. Dans un deuxième temps, on se réjouit finalement là, les sens en découvrant tous les sens qui sont mis à contribution dans l'alimentation. On partage aussi tout ce qu'on a comme recettes, tous les aspects socio-culturels liés à l'alimentation. Puis on termine l'exposition avec les défis de notre système alimentaire en mode solution pour rendre notre système alimentaire plus durable. On me glisse à l'oreille que vous faites une excellente pizza, ça se peut-tu? C'est vrai ça? Ça se peut-tu? Vous faites... Écoutez, c'est une bonne question. En tout cas, on peut faire du pain avec des levures au Musée de la Santé Armand Frappier. Ça, c'est clair. Oui. C'est bon. Et aussi, continuons parce qu'il y aura une conférence, justement, on mange ensemble. Oui. Donc, c'est un peu la continuité, un peu, de si on voit l'exposition précédente. Exactement. Donc, notre exposition temporaire teinte toute notre programmation éducative et culturelle de la prochaine année. Et donc, pour le coup d'envoi, grande conférence avec la grande nutritionniste Hélène Laurando. Alors, il sera question de partage, de transfert des connaissances, que ce soit au champ, au marché, en cuisine, comment les recettes, les astuces, comment on se transmet ça et quel bonheur que c'est de se partager tout ça. Alors, les traditions culinaires, la transmission, comme vous dites, entre les personnes, puis c'est ça qui est le fun aussi, puis on le ramène parfois dans certaines conversations ici dans cette émission parce que Territoire Lavallois qui est maintenant multiethnique, donc plusieurs possibilités de goûter finalement au plat, de découverte culinaire. Oui, d'échanges et puis aussi notre terroir, aussi 30% du territoire qui est cultivable à Laval, c'est fantastique. Donc, cette conférence aura lieu en soirée, 19h, le mercredi 11 octobre. Rendez-vous. J'ai été revoir, parce qu'évidemment, avant de se rencontrer aujourd'hui, de faire notre conversation, je suis allé revoir la chaîne YouTube que vous avez. C'est rempli de matériel qui peuvent être, de façon intemporelle, revisionné, visionné à nouveau. Là, et ça, il n'y a aucun doute. Je regardais entre autres sur le stress, l'anxiété. Donc, ça, dans l'espace-temps dans lequel on est présentement, justement, s'il y a un des sujets qui revient très couramment, c'est l'anxiété, le stress chez nos jeunes notamment. Tu sais. Oui, mais en fait, c'est ça, que ce soit nos capsules vidéo, le corps humain sous la loupe ou microdoses de sciences, des contenus scientifiques pour s'approprier des connaissances scientifiques puis nous aider à mieux vivre notre quotidien. Et voilà, il y a une capsule sur la gestion du stress et on vient d'en produire une toute nouvelle en mode rentrée, donc les apprentissages, donc notre cerveau qui est formidable, constitué de 85 milliards de neurones, chacune connectée à 10 000 autres neurones, alors fabuleux, et qui nous aident à apprendre tout au long de la vie. Et il faut en prendre soin avec les saines habitudes de vie de ce cerveau-là, puis surtout le mettre en action, que ce soit au travail, à l'école, dans nos jeux, dans nos interactions sociales. Donc, bien prendre soin de notre cerveau, bien manger, bien dormir, bouger, et puis le mettre au défi. En tout cas, quand vous êtes là, j'ai l'impression de mettre mes 85 milliards de neurones à profit. Tu sais, quand tu es intelligent quand même. Non, mais merci de nous amener justement un contenu toujours aussi intéressant. Et puis, on aura l'occasion de vous recevoir sporadiquement au cours des prochains mois. Très enchanté de vous savoir avec nous pour la prochaine saison, pour votre information. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Puis, bonne rentrée justement à tous les artisans là, du Musée de la Santé Armand Frappier chez nous à Laval. Merci de m'avoir accueilli. Bonne rentrée à tous. Merci. Quand il y a vente de maisons, souvent, on évoque, par exemple, commission. Tu sais, c'est quand même quelque chose auquel vous avez déjà entendu parler. Rétribution aussi. Quelle est la différence pour un courtier immobilier? Puis évidemment, ultimement, si c'est vous qui êtes soit l'acheteur, il y a des frais qui partent de tout ça. Hein? Alors, comment se décline le tout? Elle va nous le vulgariser. Elle est de retour cette saison. Elle est aussi courtière immobilière. Myriam Gervais, salut. Bonjour, Alex. Merci d'être là. Justement, départageons tout de suite. Qu'est-ce que c'est la différence entre commission et rétribution? Oui.
En fait, en immobilier, on a souvent entendu parler de la commission, vendre avec ou sans commission. Mais nous, les courtiers, on parle plus de rétribution. Les deux mots sont synonymes, mais en fait, commission, c'est plus lorsqu'on atteint nos objectifs par tranche, on va avoir des bonus. Immobilier, c'est pas tout à fait ça. Pareil, ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'on va rétribuer, donc on va rémunérer le courtier une fois qu'on va avoir réalisé le plan. Parce qu'un courtier n'est pas payé si on n'a pas de résultat. Alors, on a un risque d'affaires. Un risque d'affaires, ce que je veux dire, c'est qu'on s'entend avec le courtier qui prend un risque pour vendre votre maison. Il faut qu'il croie en le projet, il faut que vous aussi, et que si on suit toutes les étapes et qu'on arrive à un résultat satisfaisant, là, l'acheteur nous amène l'argent et le vendeur va donner une partie de ça en rétribution au courtier. Est-ce qu'il y a un maximum de pourcentage sur la conclusion de la vente c'est 3, 4, 5 ou ça peut être moins que ça finalement? En fait, là, toutes les options sont possibles parce qu'il n'y a pas de loi qui régisse là, les rétributions. Donc, un courtier pourrait vous charger 1 %, l'autre pourrait vous en charger 10 dépendamment du projet, des services. C'est toujours une entente qui est faite de gré à gré, qui est mise sur papier au préalable. Est-ce que, advenant que la maison ne se vend pas dans un délai qu'on s'était entendu, par exemple, de 3 semaines, 1 mois, peu importe, est-ce qu'on peut revoir le plan pour ce qui est des différents parties? Est-ce qu'on peut revoir pour changer la formule, pour tenter de pouvoir accélérer le processus de vente? Là? Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on présente un plan, normalement, pour être sur Centris, ça prend un minimum de 3 mois. En bas de ça, c'est que les diffusions, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on se dit, par exemple, on vend en 3 mois, avec notre plan, après tant de semaines, on fait une visite libre. Si ça ne fonctionne pas, on va peut-être justement changer la rétribution du collaborateur, ce que je vais vous expliquer plus tard, et ou faire un ajustement de prix. Parce qu'au départ, on se donne 3 prix. Prix pour une meilleure vente, prix suggéré, prix pour une vente rapide. On peut aller dans tout cet éventail-là. OK. La rétribution, même chose. On peut dire si on vend avec un courtier collaborateur, il y a une partie qui va au collaborateur. Qu'est-ce qui est d'ailleurs un courtier collaborateur, peut-être pour les gens? Là? En fait, c'est que si moi, je vends votre maison, je suis votre courtier vendeur, puis le courtier acheteur, lui, pourrait m'amener des clients. OK. Donc, 9 fois sur 10, c'est un courtier collaborateur qui va venir acheter la maison. C'est ce qui fait la force du réseau immobilier. C'est ça, donc il va y avoir un partage de ce pourcentage-là. Mais on s'entend que pour ce qui est, par exemple, d'un vendeur ou peu importe, si on baisse le pourcentage, et je ne dis pas que c'est de mauvaise foi, mais il y a peut-être moins d'intérêt pour un courtier de, disons, se forcer ou de procéder à plusieurs initiatives pour tenter de vendre la maison plus rapidement. Là. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça un peu? Là? Oui. En fait, là, moi, je le dis toujours, qu'on achète une maison à 100 000 ou en dessous ou à 1 million et au-dessus, le travail est le même. Le temps mis dans le travail n'est pas le même. Oui, on peut comprendre. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la pub, des investissements, donc peut-être qu'une maison à plus petit prix, on va y aller avec un bon photographe, on va y aller avec une belle mise en marché, quelque chose de stratégique. Si on est dans les maisons plus luxueuses, bien, c'est sûr que là, on va aller à l'international. Il y a plus d'investissements à mettre dedans. De temps aussi à mettre. De temps, oui. Puis c'est un peu là qu'il ne faut pas se faire avoir avec la rétribution. Si vous choisissez un courtier uniquement pour la rétribution, bien, vous risquez d'avoir des surprises dans le détour. Parce que c'est sûr que plus un courtier charge bas, moins il est capable d'offrir un service constant et présent tout au long de la transaction. Donc, exemple, à 1 %, il faut qu'il en signe au volume. Alors, peut-être que ce courtier-là ne sera pas capable d'être présent pour les visites. Peut-être qu'il va avoir une équipe, peut-être pas. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Un courtier, la rétribution est toujours négociable. Il faut voir avec votre courtier, ça dépend. Si vous voulez du staging, puis que la maison est vide, puis que ça coûte X montant pour la monter, bien, c'est sûr que ça va avoir un reflet dans la transaction, dans le pourcentage, là, évidemment. Exactement, parce que imaginez qu'on dépense des milliers de dollars et qu'on ne le vend pas, votre maison. Ça arrive. Oui. Ça arrive, les clients changent d'idée ou tout ça. Donc, il pourrait y avoir une entente que, exemple, le client veut absolument ce pourcentage-là, bien, à ce pourcentage-là, tel frais sont aux frais du client. Souvent, les gens n'aiment pas ça. Bien, parce que là, c'est eux qui prennent le risque. Exact. Et justement, donc, souvent, on peut être porté à penser, ou du moins, je me mets dans la logique de quelqu'un qui veut vendre sa maison. Donc, de bien choisir, tu l'as rappelé très souvent dans les chroniques la saison dernière, de bien choisir évidemment son courtier, mais
de valider ces clauses-là, parce que souvent, ce n'est pas ce qu'on remarque d'emblée lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut se porter acquéreur d'une maison ou lorsqu'on veut vendre une maison. C'est peut-être pas cette clause-là, ces petites clauses-là qui sont peut-être a priori importantes pour nous. Oui, bien, ça dépend vraiment de vos priorités. Tu sais, un client qui serait super anxieux de vendre sa maison, qui ne comprendrait pas le côté légal, bien oui, je le suggère fortement. Mais des fois, on a des situations plus difficiles, des divorces, des décès, des changements de ville pour le travail. Il faut que ça se fasse vite. Les gens ont besoin d'encadrement, puis ça prend beaucoup de professionnels autour de ça. Donc, les courtiers ont tout ça, plus les protections et, je ne veux pas dire assurance, là, mais protections qui viennent avec la responsabilité civile du courtier, puis plusieurs agences aussi qui offrent d'autres protections. Oui, parce que la loi de double représentation aussi, depuis que ça a changé ces derniers temps, j'imagine que ça aussi, est-ce que ça a mis plus disons, d'importance, ces clauses-là, justement, cette clause-là dont tu nous expliquais dans les dernières années? Bien, au niveau de la rétribution, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'avant, si on avait un acheteur direct, la rétribution complète allait au courtier vendeur. Ce qui a changé, c'est que là, si on n'a pas d'entente préalable de diminution de rétribution en cas d'un acheteur direct, on ne peut pas le changer par la suite. Okay. Parce que là, ça pourrait avantager ce client-là par rapport aux autres. Surtout si on est en offre multiple, c'est contre la loi. On ne peut juste pas le faire. Okay. Et exemple, qu'il n'y aurait pas d'autres acheteurs, puis que par après, bien là, on pourrait avoir un petit flag puis dire « Ouh, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? » Une bonne idée, une bonne opportunité. C'est plus clair, en tout cas, pour moi, j'imagine que ça l'est davantage aussi pour les gens qui nous écoutent actuellement. J'ai encore un petit instant pour bavarder un petit peu du domaine immobilier, Myriam, puis je voulais savoir dans cette rentrée, je les mets entre guillemets parce que, bon, justement, ça a été la rentrée de plusieurs façons ces derniers temps. Est-ce que pour vous, cet automne, est-ce que c'est un bon marché actuellement, autant à la fois pour l'acheteur, le vendeur? Comment ça se décline sur le territoire, peut-être Lavallois précisément, là? Je comprends que c'est peut-être à l'instar de partout, mais ici... Je n'ai pas les statistiques de Laval spécifiquement, mais en général, on est en ce moment dans un marché stable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des maisons à vendre, des acheteurs qui cherchent, puis par mois, ça se vend bien. Oui, le prix d'achat est plus haut pour les acheteurs. Donc, on a un bassin d'acheteurs qui est plus petit. On n'est pas encore rendu où il y a trop de maisons à vendre, puis que là, les acheteurs peuvent négocier des prix vraiment ridicules à la baisse. Normalement, si elle est bien inscrite, on voit encore de la surenchère. OK. Ah ouais? Tout ce qui est en bas du 500 000, dépendamment des quartiers, là, je me promène beaucoup Rive-Nord, Rive-Sud, exemple, une à 430, on est 6 offres dessus aujourd'hui. Là. Donc, il y en a encore de la surenchère, mais elle ne se vendra pas 550 000 cette maison-là parce qu'il y a des travaux à faire. Mais oui, elle va se vendre au-dessus du prix demandé probablement. Mais on a moins, par contre, de boom, des prix, d'explosion des prix il y a 2 ans et demi, 2 ans. Là, Les prix ont diminué un petit peu dans les 6 derniers mois, mais là, c'est très stable. T'sais, on n'a pas eu une grosse diminution depuis De toute façon, on s'entend là-dessus, on ne trouvera jamais les prix qu'on avait auparavant, avant le boom de la pandémie, je vais le dire comme ça, là, le boom immobilier. Je ne pense pas qu'on va retrouver ces prix d'avant. Mais jamais dans l'histoire de l'immobilier, les prix ont diminué de façon ridicule, à part dans certains secteurs à cause de certaines situations, exemple des grosses crises économiques ou des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, ça pourrait arriver qu'à un moment donné, on ait trop de maisons à vendre et que là, ça fait qu'on n'a pas assez d'acheteurs. Donc là, les acheteurs ont le gros bout. Mais on était dans un marché comme ça en 2017. Oui, OK. Avant pandémie, donc. Puis les prix n'ont pas... Oui, les prix ont diminué un peu, mais c'est qu'ils étaient trop hauts il y a 2 ans. Fait que là, ça se stabilise. Mais sur le long terme, oui, il y a des années où ça peut descendre, mais sur le long terme, on n'est pas perdant. Bien, on va te réinviter très prochainement. Merci beaucoup, Myriam, d'être venue nous expliquer tout ça. Et évidemment, on se retrouve plus tard cet automne. Merci. Qu'est-ce qu'un leader en 2023? C'est une grande question, hein? Puis il y a quand même de ces leaders sur plusieurs plateformes qui seront là pour vous élaborer par le biais de conférences prochainement chez nous leur vision de qu'est-ce que c'est finalement un leader en 2023, soit avec la série de conférences et l'événement Leader de demain. Ça met entre autres en vitrine Étienne Boulay, Varda Étienne, Anne Lovely-Étienne qui en sera l'animatrice et autres conférenciers, Dominique Gagnon. Pour nous en parler, il est d'ailleurs
d'ailleurs derrière justement la venue de cette conférence chez nous le 5 octobre prochain. On l'avait reçu pour une toute autre raison la saison dernière. Je suis très content à nouveau d'accueillir Alexandre Quesnol, qui est directeur général du Tiers-Lieu. Bonjour Alexandre. Ça va bien? Bien, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, je vais te poser la question spontanément. Qu'est-ce qu'est un bon leader en 2023 selon toi, ta vision? Simplement dit, c'est un leader plus humain. Et le terme le plus intéressant que je pense à utiliser, c'est un leader bienveillant. Oui. Bienveillant. Le leader d'aujourd'hui, je pense, c'est un leader bienveillant. Et plus que jamais, je pense que les gens ont besoin de trouver des sources de leaders bienveillants. Absolument. Absolument, absolument. Je pense que il y a une portion, il y a une... bon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie et tout ça, bon, c'est là qu'on a pu parler de manière très large de la santé mentale. Donc, la santé mentale, ça a été un sujet d'actualité. On a toujours parlé des gens, des jeunes, des employés, mais on a rarement parlé de ceux qui sont en position de leadership et qui prennent les décisions. Et c'est un peu ce qui m'a un peu tombé sur l'œil. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que justement, les leaders, ce sont ceux qui ne se donnent pas la chance d'être vulnérables. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu porter un projet parlant de cette situation-là. Et pourquoi précisément as-tu fait appel aux noms que j'ai mentionnés? Puis je vais les rementionner pour le bien de notre conversation, mais Étienne Boulay, Varda Étienne, justement Dominique Gagnon. Pourquoi ces noms-là, par exemple, sont les têtes d'affiche de l'événement finalement? Ben, en fait, Étienne Boulay, bon, c'est une personnalité, mais une personne que j'ai eu la chance de parler 2-3 fois que je trouve qui est exceptionnelle. Et ce que je trouve qui est spécial, c'est que Étienne Boulay, c'est un joueur de football, il démontre un tough, la virilité, tout ça. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de succès ou un point tournant dans sa carrière lorsqu'il s'est donné la chance d'être vulnérable et de faire face à ses démons. Et plusieurs années plus tard, on se rend compte que c'est probablement un des seuls professionnels qui est devenu beaucoup plus populaire après sa carrière, donc avec les séries de télévision, comme businessman aussi également, comme animateur, comme chroniqueur. Donc pour moi, je trouve ça intéressant qu'il s'est montré vulnérable et aujourd'hui, il y a beaucoup de succès. Puis justement, il fait toujours face à certains démons, j'imagine, comme tout le monde. Mais le fait de pouvoir montrer que lui l'a fait, d'autres pourraient le faire. Varda Étienne l'a fait à la télévision également avec son livre. Et en plus de ça, bon, je vous annonce peut-être en primeur, Varda Étienne ne pourra pas être là à l'événement, mais on l'a... je ne pourrais pas dire remplacer parce que c'est un terme un peu minimaliste, mais c'est Juliette Brun qui sera là, donc Juliette et Chocolat. Oui. Donc, c'est d'actualité aussi également avec ce qui s'est passé avec sa chaîne de restaurants. Qui ont dû malheureusement fermer. Exactement. Mais elle avait un succès en affaires quand même. Voilà. Il y a eu un succès, c'était florissant et justement, elle a dû malheureusement rencontrer des difficultés. Ben, en fait, Juliette Brun et Dominique Gagnon, c'est un peu la même histoire. Ce sont des gens ils avaient une affaire ou du moins une entreprise qui allait très, très bien. Et puis, choses se sont passées, ce qui fait en sorte que, ils ont dû faire face à plusieurs défis. Et c'est ce qu'on veut voir, ce qu'on veut mettre à l'avant-plan, parce qu'on parle toujours au niveau entrepreneurial des belles histoires, mais quelles sont des vraies histoires et c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi être un gestionnaire derrière ça. Oui. Et d'ailleurs, il y aura pour l'occasion, parce que c'est une série de conférences, c'est du réseautage, mais en même temps, il y a plein d'autres activités qu'on peut y voir pour un entrepreneur, mais pour quelqu'un, un leader dans son milieu. Aussi, également, c'est pas besoin d'avoir une business pour aller au sein de l'événement du 5 octobre. Absolument. C'est ouvert à tous. Je pense qu'on est tous entrepreneurs à quelque part, puis on est tous leaders d'une certaine situation dans leur famille, dans le travail, dans le sport. Et j'ai voulu faire un événement que moi, j'ai eu la chance, ou du moins le privilège d'être en position de leadership dans plusieurs sphères, que ce soit au niveau gestionnaire, que ce soit au niveau entrepreneur, que ce soit même au niveau coach comme entraîneur. Mais j'ai toujours eu je me suis jamais donné la chance d'être vulnérable. Donc, je voulais que ce soit un événement, du moins sur l'effigie du tiers-lieu, qui mette à l'avant-plan tout cela, qui fait en sorte que employés, ça s'adresse à tout le monde comme événement. Donc, c'est vraiment un événement qui va mettre à l'avant-plan comme on dit dans l'anglicisme, les red flags de la santé mentale pour s'assurer quels sont les meilleurs trucs, les astuces pour justement faire en sorte qu'on soit plus équilibré, bienveillant dans ce qu'on fait. Oui, et chose certaine, moi j'ai goût qu'on bavarde parce qu'on a encore le temps ensemble, Alexandre, et ce que c'est du tiers-lieu,
Expliquons aux gens parce que c'est ouvert justement à toute la communauté lavalloise. Absolument. C'est chez nous, puis il y a plusieurs facettes du tiers-lieu qui Absolument. peuvent intervenir aussi pour les gens qui nous écoutent actuellement. Absolument. Ben, en fait, le tiers-lieu, c'est une coop d'entrepreneurs solidaires. Mais quand on dit entrepreneur, on est dans une coop d'humains solidaires. Donc, on a créé une communauté autour du monde des affaires, mais autour de tout service connexe qui peuvent aider les gens qui font partie de la communauté. Et d'autant plus, en plus de ça, on a un espace de coworking que nous avons au coin Saint-Martin industriel à Laval. Et que justement, toutes nos activités, c'est de mettre nos membres à l'avant-plan. Donc, on a des espaces, c'est un espace de coworking, la domination virtuelle, on a des événements. On a des conférences qu'on fait à l'interne. Est-ce que vous n'avez pas un balado aussi? Oui, on a un balado. Oui, je pense. exactement, qui s'appelle Inside l'arrière-salle de l'entrepreneur. Puis justement, Leader de demain, c'est venu d'une idée de mes prédécesseurs comme cofondateur, que suite à le décès de Katia Saint-Victor, qui était une entrepreneur dans la région de Laval, et ça a affecté beaucoup de la communauté du tiers-lieu, qui malheureusement s'est donné la mort, et ça a fait en sorte d'éveiller un petit peu la santé mentale par rapport à tout ça. Et ensuite, la pandémie est arrivée. Et là, dans la pandémie, on s'est rendu compte que tous ces entrepreneurs-là, ou ces gestionnaires qui étaient au tiers-lieu, ben, ils avaient besoin justement de ressources. Donc, c'est là qu'il y a un programme qui a été créé, qui s'appelle Seiki. Seiki, c'est un terme japonais pour dire le sanctuaire psychologique de l'entrepreneur ou du gestionnaire. Et c'est là qu'on a sorti 3 projets, donc des groupes de soutien pour aider les entrepreneurs pour qu'ils puissent parler, le balado, le podcast, et le Leader de demain, qui est en fait une formation pour aider les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs bienveillants. Puis quand on a fait la formation, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine difficulté à aller chercher les entrepreneurs parce que les entrepreneurs ne veulent pas faire face à leurs problèmes. Avouer justement un état peut-être de santé mentale fragile ou du moins temporairement. Exposer des fois nos blessures. Nos blessures, nos démons et tout ça. Et moi, je l'ai fait la formation avec une première colonne de 12 entrepreneurs incroyables de différents milieux. Et moi, je me suis dit, ça m'a tellement fait du bien. Comment faire en sorte que les gens puissent connaître cela, comment dirais-je, de manière plus globale? Et c'est là qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va faire une conférence, on va amener des experts de partout pour que les gens puissent voir ça et dire, si eux, ils ont pu le faire, nous aussi. Et c'est là qu'on a conçu la conférence Leader de demain. Justement, d'ailleurs, le 5 octobre prochain, ça se passe du côté du Centre des congrès Palace de Laval. Les moyens pour pouvoir y assister sont déjà au bas de l'écran. Et en plus, j'oserais ajouter, si je ne me trompe pas, du tiers-lieu, les locaux sont nouveaux depuis mai dernier, je pense. On a vu une expansion en mai dernier, qui fait en sorte qu'on est passé de 1450 pieds carrés à 6500 pieds carrés. Donc, on en est très, très fiers. Donc, oui, c'est un espace que, les gens peuvent venir travailler, socialiser en même temps, partager parfois certains problèmes qu'on vit entre entrepreneurs. Ça nous donne des outils mutuels. Voilà. Donc, ça permet justement de pouvoir ouvrir ce dialogue et d'aller justement, je trouvais ça important de rappeler que vous avez eu c'est un agrandissement de vos locaux. Absolument. Alors, pour toutes ces raisons, on se doit d'assister évidemment le 5 octobre prochain à votre événement et à nouveau d'aller peut-être vous voir justement pignon sur rue du côté de Laval pour du tiers-lieu parce que c'est un magnifique endroit. Merci beaucoup à vous, Alexandre Kenol. Merci à vous. Merci. On retrouve en ce début de nouvelle saison Karine Roy, qui est coach de gestion. Salut Karine. Allô Alex, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Content de te retrouver. Tu veux aborder avec nous pour cette première chronique de la saison le leadership responsable. Pourquoi? Ben parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et je pense que ce que j'observe, c'est ce grand besoin que les leaders ont à développer ce sens des responsabilités dans leur style de leadership. Parce que avoir du leadership, c'est pas juste avoir de l'entre-gens, puis être dynamique, puis mobilisé. Il y a toute une posture qui demande un degré de responsabilité chez les leaders. Qui n'est pas incarné, qui n'est pas intégré, que les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est. Donc, ça m'intéressait de parler de ça aujourd'hui avec toi. Qu'est-ce que c'est le leadership responsable, justement, comme porte d'entrée, peut-être, pour démystifier tout ça? Ben, en fait, c'est ça. Hein? C'est la posture à tenir. Puis, le leadership responsable, on va vraiment l'observer au travers des comportements, des agissements. C'est souvent rattaché à un code de valeurs, aussi un code de valeurs
personnelles, mais aussi des valeurs professionnelles donc qu'on va se donner dans l'entreprise ou si on est entrepreneur, bien évidemment. Et c'est aussi comment est-ce qu'on assume aussi son niveau de responsabilité face à ses engagements, face à ses choix, face à ses décisions. Donc, c'est une série de facteurs qu'on va observer chez le leader, bien évidemment, et qui va faire que ça va lui donner sa crédibilité, sa notoriété, et qui va venir bien le positionner aussi dans son marché. Est-ce que la cohérence en est un aussi parmi des facteurs clés pour pouvoir être justement dans le quotidien un leadership qui est responsable, un leader qui est responsable? Oui. Mais moi, je le mettrais dans les comportements. Comme on dit, il faut que les babines suivent les bottines. Donc, s'il y a de l'incohérence, on a toute l'histoire de nos parents qui nous disaient « fais ce que je te dis de faire, fais pas ce que je fais », ça ne marche pas. Le leader responsable doit aussi être un modèle de rôle, doit prêcher par l'exemple. Donc, tout à fait. Et comment on le développe, justement? Parce qu'on a des fois les qualités humaines, on a déjà ces qualités-là, mais il faut quand même, tout leader n'est pas devenu capitaine, entrepreneur ou peu importe. Le leader de son navire du jour au lendemain, là. Le leadership, ça se développe vraiment beaucoup au travers de l'expérience, au travers le vécu, donc au travers des vraies situations de gestion auxquelles on va être confronté. C'est certain que l'accompagnement professionnel, le coaching est une bonne façon. On pense à des exécutifs dans des fonctions de gestion, vont avoir du coaching. C'est une façon aussi de... Parce que c'est difficile de faire des prises de conscience sur ce qu'on n'est pas capable de voir soi-même. Par contre, quand on est accompagné, quand on est soutenu, on peut faire plus facilement ces types de prises de conscience-là. Évidemment, développer des compétences, d'aller chercher des connaissances, des formations. C'est des façons aussi de développer ce fameux leadership-là, mais ça se passe vraiment dans l'action. Littéralement. Puis, tu sais, ça peut être sous plusieurs échelles. On parle d'entrepreneurs, souvent, parce que c'est la référence qui est peut-être la plus facile ou qui est plus commune, je vais le dire, mais c'est comme même moi, petit aperçu personnel que je mets de l'avant, mais je suis administrateur dans quelques CA d'organismes donc de bienfaisance ou de maisons de jeunes, par exemple, comme c'est le cas actuellement. Puis, je me retrouve à être vice-président, mais avant d'être vice-président, j'ai été administrateur très longtemps pour accueillir un bagage, puis aussi être témoin d'événements de gens plus aguerris, avec plus d'expérience. Donc, ça, j'adhère complètement à ce que tu nous parles depuis tantôt, là, complètement. Oui, vraiment. C'est un niveau d'engagement aussi. Tu sais, ça vient avec un niveau d'engagement de leadership responsable. Exactement. Ni plus ni moins. Parce qu'il y a donc aussi des écoles peut-être de formation. Tu sais, c'est pas juste au sein de l'entreprise, le directeur d'entreprise ou le propriétaire ou l'entrepreneur qui peut peut-être à son adjoint, peut-être le directeur adjoint lui donner. Il y a vraiment des écoles aussi qui peuvent nous donner ce genre d'expérience-là, ou du moins de formation-là. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, non. Tu sais, je trouve que c'est dans l'expérientiel. Tu sais, c'est comme quand tu vas étudier, je suis une ancienne infirmière, j'ai fait ma technique, mais tu sais, la théorie, c'est une chose, puis après ça, la pratique, le stage, c'est autre chose. Donc, je trouve que le leadership, le niveau de responsabilité, il y a des notions, oui, théoriques qu'on peut facilement apprendre dans des processus d'accompagnement de gestion à l'université, peu importe le programme qu'on choisit de suivre. Mais après ça, dans le vécu, dans l'expérience, c'est tant que tu n'as pas vécu la situation, que tu vas être confronté à une situation de gestion, ben c'est difficile d'exercer un leadership. Puis c'est souvent, est-ce que le leader, justement, en question, responsable, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont plus compétents que nous dans des, peut-être, facettes de gestion. Encore là, je reviens au domaine des affaires, mais donc, quand on sait qu'on est moins peut-être bien nanti naturellement, on a moins peut-être de compétences, c'est aussi ça un peu la forme de leadership, de déléguer et d'aller chercher le talent de l'équipe autour de nous, des gens qui sont plus compétents que nous. Oui? Oui, absolument. Tu sais, le leader va se positionner dans sa posture, c'est qu'il s'élève dans son rôle de CEO ou de chef d'entreprise, de président, on va l'appeler comme on veut l'appeler. Mais on n'a pas tous les talents, on n'a pas tous les dons, donc sa job à lui dans son leadership, c'est d'aller s'entourer des meilleurs, des personnes qui sont experts dans ce qu'ils font pour justement venir solidifier son entreprise ou bref, son organisation, peu importe le milieu d'où il vient. Mais oui, c'est de faire les bons choix. Karine Roy, merci beaucoup d'être passée à notre émission. On se retrouve un petit peu plus tard au cours de la saison automnale. Ça a été un grand plaisir encore une fois. Merci, Alex.
Combien vaut votre propriété? Pourquoi, d'ailleurs, elle vaut peut-être ce prix-là? Évidemment, on va démystifier le tout avec Sophia Iannantuono, qui est courtière immobilière. Salut, Sophia! Allô! On se retrouve évidemment pour ceux qui sont des habitués, des abonnés de cette émission. Tu nous avais parlé des maisons plus anciennes, Passion, qui nous a démontré qu'on a vraiment tout un patrimoine sur l'île Jésus, ici à Laval. Mais évidemment aussi, de manière plus contemporaine, tu as cette passion pour les maisons plus modernes. Et justement, dans ton quotidien, tu rénoves et aussi tu vends les maisons. Et justement, partons de ce que tu fais dans le quotidien. Puis, quels sont les aspects de façon concrète pour les gens qui nous écoutent qui font peut-être augmenter, diminuer la valeur de nos propriétés? Bien, c'est une excellente question. Puis la raison que je voulais, durant ces chroniques-là, vous introduire à qu'est-ce qui fait la valeur de ma maison. C'est la question la plus googlée que les gens vont aller voir, faire des recherches, combien vaut ma maison. Puis il y a tellement d'aspects parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, parfois, qui n'est pas tout à fait précis. Donc, je voulais parler de... Rétablir les faits un peu, là. Exactement. Mais est-ce que c'est peut-être faux d'admettre que, tout dépendant où notre maison se situe aussi, dans un quartier, dans un endroit précis, ça aussi, ça peut faire augmenter, oui ou non, notre maison? Est-ce que ça, c'est faux de dire ça, de prétendre ça? J'imagine, si elle a été rénovée récemment, ça aussi, ça peut bonifier le prix de la maison aussi? Exactement. Donc là, tu es en train de lire tous les sujets qu'on va aborder. On arrête la chronique. On arrête la chronique. Non. Donc, finalement, oui, c'est très important. On va se concentrer sur Laval parce que les citoyens, ils viennent de Laval. Puis avant de parler vraiment des différents secteurs, ça va vraiment dépendre, mais oui, où est-ce que votre maison, elle est localisée, c'est un très grand facteur. À Laval, on a énormément de propriétés qui sont sur le bord de l'eau. Donc ça, c'est un autre sujet à regarder parce que est-ce que ma maison, la même maison, qu'elle soit sur le bord de l'eau ou qu'elle soit sur juste l'autre côté de la rue, on parle de complètement un autre budget, un autre prix de vente. Est-ce que les matériaux aussi de notre maison ont une telle importance pour établir le prix de vente ou le prix finalement moyen qu'on paie? Ou... Absolument. Excellente question parce que souvent, on va évaluer la maison avec un pied carré, un prix au pied carré. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre une maison qui est la même superficie que l'autre? Ça va être les matériaux qui sont à l'intérieur. Donc, c'est sûr que si j'ai une belle cuisine, la même grandeur qu'une autre cuisine, mais j'ai mis des armoires de grande qualité, j'ai mis un comptoir de marbre ou de granit, j'ai 2 lavabos au lieu d'en avoir un. Il y a plein d'aspects qui vont pour établir vraiment un prix d'une maison. C'est ces petits détails, je veux dire, c'est comme tu mentionnais, 1 lavabo, 2 lavabos, donc vraiment même dans les petits détails, on peut y voir une valeur ajoutée. Et puis, si on se transporte maintenant, parce que l'OACIQ, expliquons-le parce que c'est important pour les gens qui nous donnent peut-être un petit peu un cours 101 peut-être, là. Oui. Donc qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Exact. Ça, ces règles-là, finalement, toi, en tant que courtière, tu relèves de ça là, dans ton quotidien. Oui, absolument. C'est très important. Et moi, j'encourage toujours, à chaque fois que je vais remplir un contrat de courtage à mes clients, je vais leur envoyer aussi la façon qu'on procède avec notre système de déontologie. Parce que c'est important que les clients comprennent que ma mission, c'est de protéger le client. Les intérêts du client. Tout le temps. La minute que j'ai un nouveau client qui veut soit acheter ou qui veut vendre, moi, ma première, comment je pourrais bien dire? Ton premier souci, peut-être? Oui, c'est de m'assurer de bien protéger mon client parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui vont comme dérouter. C'est déjà la plus grande situation qui arrive dans notre... Bien, pas la plus grande, mais une grande achat ou une grande vente, veut pas, c'est notre propriété. C'est ça. C'est souvent l'investissement d'une vie, là. Exactement. Très souvent. Ben oui, puis tu sais, on parle de leur argent, donc c'est important de dire les vraies choses, d'être organisé, puis de répondre à leurs questions. Ouais. Mais il y a une part, j'en conviens, il y a une part pour toi de bien faire ton travail, mais il y a une part aussi pour soit le vendeur, l'acheteur de bien se préparer, de lire, de s'outiller, justement. C'est ça. Puis c'est pour ça que je voulais parler justement du OACIQ, parce que sur leur site Internet, ils ont 2 formulaires qui sont le guide de l'acheteur, le guide du vendeur. Donc, moi, j'encourage toujours mes clients, même à partir du téléphone, la minute qu'on a une discussion pour se mettre un rendez-vous ensemble, je veux dire, prenez 2 minutes, allez voir le site de l'OACIQ, il y a un guide de l'acheteur, il y a un guide du vendeur. Puis comme vous pouvez voir aussi à l'écran, vous allez voir le guide du vendeur, le guide de l'acheteur. Vous allez vraiment juste cliquer, c'est des hyperliens, puis c'est tellement bien fait.
Ça vaut la peine. Allons-y peut-être, là, parce qu'on a le temps, puis parce que j'ai envie, je suis curieux avec toi. Oui. Si par exemple, on veut vendre une priorité, bon, on sait, ça peut être complexe. C'est pour ça qu'on s'en remet à des gens comme toi qui fait ce métier-là. Mais qu'est-ce qui est important de bien comprendre, là, de bien synthétiser assez rapidement si on veut, par exemple, si on est le vendeur, par exemple, de notre propriété? Oui. Mais souvent, les gens vont penser, tu sais, c'est facile, je vais vendre ma maison. Mais ils ne réalisent pas, là, il y a comme tellement d'étapes à penser. Il y a tellement de petites choses qui sont très importantes. Juste la préparation des documents. Nous, on arrive, ils vont dire « Ah, j'ai refait le toit en 2019. Ah, j'ai changé ma thermopompe en 2020. » Ou des fois, c'est en 1988. Donc, c'est important d'être organisé quand on veut mettre notre propriété à vendre. Puis, c'est très important de réaliser qu'il y a un budget aussi qui va dans la vente de notre maison. Comme il faut la rétribution, bien la commission du courtier qui est là. Et, il y a un déménagement qui est là. C'est quoi la prochaine propriété que vous achetez? C'est quoi la taxe de bienvenue? Il y a tellement de détails juste au niveau des finances. L'hypothèque? L'hypothèque, la préparation pour vendre la maison, il faut dire vraiment son état, qui nous amène justement à la déclaration du vendeur. Bien, exactement. Précise-nous ce que c'est, cette déclaration du vendeur, justement. Oui. Là. La déclaration du vendeur, c'est, encore là, c'est comme un formulaire que je remplis avec les clients où est-ce qu'on pose énormément de questions sur l'état de leur maison, en voulant dire la maison, la construction, c'est quoi la fondation, les fenêtres ont été changées en quelle année, vous avez une cheminée, c'est quand la dernière fois qu'on l'a ramonée. Donc, c'est vraiment un bilan de santé de la maison. Okay? Ça peut être très intimidant parce que souvent, on n'a pas toutes les réponses. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire des recherches pour être le plus précis possible. Puis des fois, on a des clients qui vont dire « Je suis obligée de le dire, dans mon sous-sol, là, il y a eu de l'eau qui est tombée dans la toilette, là, puis le gyps, il a gonflé un petit peu, je l'ai changé, ça ne paraît pas. » Oui, mais c'est ça, ça peut être, dans certains cas, d'un vice caché. Oui, mais c'est pas vrai. Oui, je comprends. Non, mais dans certains cas, peut-être pas de le cas précis où tu nous... C'est ça, parce qu'un vice, d'habitude, ça vient vraiment faire que ta maison, tu ne peux pas y vivre. Là. Tu sais, c'est vraiment un autre extrême. Mais pourquoi ne pas le déclarer? Ça ne va pas enlever de la valeur, mais au moins, la personne va le savoir parce que ça finit toujours par sortir. Moi, je dis toujours qu'est-ce qui est fait dans le noir finit toujours un jour en la lumière. Donc, il vaut mieux le dire. Ça n'enlève rien. Puis, il faut s'attendre à faire aux autres qu'est-ce qu'on s'attend de les autres, même chose. Tu sais. Littéralement. Donc, au moins, on le déclare. C'est arrivé, c'est pas grave. Qui l'a réparé, toi, ou est-ce que c'est un professionnel? C'est un professionnel. Est-ce que vous avez une facture à l'appui? Oui, c'est beau, on le met dedans. Il n'y en a pas, c'est pas grave, je le dis. Donc, les gens aiment mieux avoir la vérité sans papier, qu'on ne dise rien, puis qu'ils viennent à apprendre. Ça, c'est décevant. Donc, moi, j'aime mieux représenter des gens qui vont être honnêtes parce que tu le sais qu'après, tu n'as pas de pépins. Tout va bien aller. Et parlant d'honnêteté, parce que tu m'as bien ouvert la porte, parce que, bon, malheureusement, on entend des histoires un peu d'horreur. Puis, comment bien choisir notre courtier? Parce qu'il y a multitude de gens qui peuvent nous vendre notre maison ou nous aider à s'en porter acquéreur. Donc, comment, dans les deux cas, bien choisir, bien repérer la bonne personne pour peut-être nous aider? Mais moi, c'est sûr que j'aime encourager les courtiers de la région. Quelqu'un qui habite dans la région va connaître vraiment des aspects très spécifiques. Exemple, si je vends un chalet à Trois-Rives, OK, au nord, et il y a beaucoup... Magnifique endroit. Oui, c'est vraiment beau sur le bord de la rivière. Il y a eu beaucoup de pérites pendant des années. Il y a même eu un recours collectif au niveau du gouvernement. Mais si un courtier vient vendre une propriété à l'extérieur de leur zone, il faut qu'il fasse des recherches. Donc, c'est toujours plus sage de choisir un courtier qui vient de la région. Par contre, ça étant dit, ça ne veut pas dire que le courtier de la région va être mieux qu'un courtier à l'extérieur de la région. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont attirés vers nous. Puis des fois, on a des appels pour vendre des propriétés qui ne sont pas nécessairement juste sur la Rive-Nord ou Laval. Les gens vont me dire, pourrais-tu venir à telle place? Mais avant d'arriver, il faut faire des recherches. J'ai en tête, et je pose une question, et puis loin de moi vouloir pointer du doigt aucune personne, mais il y en a qui sont très populaires, des courtiers immobiliers, et ont un gros volume, une grosse équipe, mais parfois, on se sent lésé dans le service parce qu'on tente d'appeler notre courtier et on n'a pas de retour d'appel, on doit courir après. Et parfois, quand on voit que l'équipe est très, très grosse, est-ce que c'est une si bonne parce qu'on le sait, on vend, on est dans un monde de perception. Quand on vend une maison, on voit, OK, la personne a du succès, on va aller vers lui, on va se tourner vers lui, mais parfois, ça peut amener un effet contraire. On se sent un peu comme un numéro, tandis comme on le disait tantôt, c'est l'investissement d'une vie, c'est des centaines de milliers de dollars.
dans bien des cas. Donc, pour avoir un bon service, est-ce que c'est nécessairement la personne qui a la plus grosse équipe, qui flash, que la grosse Mercedes, qui se promène avec le char et tout ça des courtiers immobiliers? Ou... Non. Je ne veux pas faire l'image, là, je veux pas, mais on en connaît. Surtout cette année, ça a été très fleuri, l'histoire du marché immobilier, Oui. avec des vedettes immobilières. Oui. Ça a été tout un défi à apprendre aussi un petit peu des vérités. Hein? Oui. C'est sûr que je ne peux pas prendre position là-dessus parce que je connais des gens, je connais des équipes qui sont grandes, qui ont énormément de succès, puis sont très éthiques, puis je connais des équipes qui sont grandes, qui ont aucune éthique. Donc, tu sais, je pense que ça revient un petit peu comme n'importe quoi. Il faut que tu fasses confiance à ton instinct. Quand tu vas rencontrer une personne... Les références d'amis communs ou de gens autour de nous qui ont fait affaire avec ces équipes-là, par exemple. Mais au niveau vraiment plus à partir de la loi, sur l'OACQ, il nous encourage de regarder le dossier du courtier. Ça, c'est important. Donc, c'est super facile. Il y a une icône en voulant dire « Allez voir le courtier ». Donc, si vous êtes en doute, vous ne connaissez pas bien ce courtier-là, allez voir, mettez leur nom, puis tout de suite, vous allez voir s'il y a eu déjà des recours contre eux, s'ils ont fait des choses peut-être qu'ils n'auraient dû pas faire, parce que moi, je dis toujours, tu sais, on ne change pas tant que ça. Hein? Quand on est d'une façon, on est d'une façon, c'est difficile de changer ça. Mais moi, je dis toujours, c'est sûr que, tu sais, pas nécessairement moi, mais il y a des marques, des fois, qui sont plus dans le contrat, c'est spécifique. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire. Tu sais, que ce soit une boîte à clés, que ce soit le photographe, il y a plein de choses qui viennent jouer. Il faut poser beaucoup de questions. Puis on n'est pas obligé de rencontrer un courtier, hein? On peut en rencontrer. On peut magasiner, comme on dit. 2, 3 courtiers. Oui. Puis des fois, là, si quelqu'un te charge un certain pourcentage de plus, c'est pas qu'ils sont des voleurs. C'est parce qu'eux autres, au lieu de prendre 20 maisons dans un mois, ils vont en prendre peut-être 12, peut-être 10, peut-être 2, mais ils veulent donner un autre genre de service. Donc, ça va dépendre de leur personnalité puis de leur connaissance. Merci beaucoup à toi, Sophia Nianan-Toineau. On se revoit très bientôt pour d'autres sujets concernant l'immobilier. Toujours très intéressant de t'avoir avec nous. Bien, pareillement. Merci, Alex. Merci. Bonne journée. C'est bientôt la 51e saison des Grands Explorateurs, véritable institution pour nous. Depuis donc 51 éditions, nous font voyager partout à travers le monde. Ce sera le cas encore une fois pour la saison 2023-2024. Ce sera 4 continents qu'on verra au cours de la saison. J'ai avec moi M. André Maurice, qui est directeur des relations avec les cinéastes, conférenciers et des marchés. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Re-bienvenue, parce qu'on s'était vu ces derniers mois. Tout à fait. Merci de l'invitation encore une fois. Grand bonheur. Peut-être précisons, même après 51 saisons, je suis certain qu'il y a des néophytes en la matière. Qu'est-ce que c'est, les Grands Explorateurs? Donc, les Grands Explorateurs, au fait, ce sont des cinéastes conférenciers qui vont passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans des pays, contrairement aux émissions de télévision où est-ce que les maisons de production, ils vont 2-3 semaines, puis ils reviennent. Mais nous, on passe plusieurs mois, plusieurs années même dans le pays. Donc, on peut aller vraiment en immersion au niveau de la culture, de la géographie, de la culture, et l'histoire aussi également. Et ce sont des cinéastes français, belges, québécois, et suisses également, qui viennent présenter donc les films à l'écran, un film sur scène d'auteur, sur grand écran, à travers les différentes salles de spectacle à travers le Québec. Et il y a ces rendez-vous dans les salles de spectacle. D'ailleurs, on donnera les dates un petit peu plus tard. Il y en a ici sur le territoire lavallois, limitrophe aussi à Laval. Mais il y a aussi le contenu qui est disponible en ligne également. Là. Ça, c'est important de le dire. Bien voilà, donc pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller en salle, bien, on vous invite à venir en ligne. Évidemment, l'expérience en ligne est différente. Par contre, on a fait un tournage en Belgique, à Bruxelles, avec les cinéastes conférenciers. Ils font leur introduction, ils font la narration du film comme s'ils étaient en direct. On reproduit la ciné-conférence comme si c'était en salle. Il y a aussi un entracte avec questions-réponses et la deuxième partie, une conclusion également. Mais c'est sûr que l'expérience en salle, elle est beaucoup plus, évidemment, animée. Pourquoi? Parce qu'on peut rencontrer le réalisateur qui est là, sur scène, et on peut lui poser des questions également. Donc, c'est vraiment une expérience de partage unique. Et une façon de voyager à travers le monde à prix très abordable aussi avec les Grands Explorateurs. Toujours. Et justement, je le disais, faites-nous voyager. Là, il y a 4 continents qui seront justement abordés cette année. On commence quand? Là? On commence comment? Bon, voilà. Donc, on a commencé au fait déjà à la salle André-Mathieu à Laval le 17 septembre. C'est un film sur l'Auvergne qu'on avait présenté, qui est une région de la France. Si on prend l'Hexagone, c'est vraiment le centre de la France. Film de Patrick Bureau, je pense. Comment? Film de Patrick Bureau, je pense. Patrick Bureau, exactement. Le film était présenté donc en salle. Pour ceux et celles qui l'ont manqué, vous pouvez toujours vous reprendre. D'abord dans les salles limitrophes, comme on disait, par exemple à Saint-Eustache, à Onsic, à Sainte-Thérèse, à Montréal, à la salle Pierre-Mercure également, on est là. Mais normalement, à Laval, pour les gens de Laval, les Lavallois, les Lavalloises, c'est à la salle André-Mathieu le dimanche après-midi à 13h30. Alors, ce film étant passé, il est quand même disponible en ligne.
Deuxième film qu'on va présenter le 26 novembre, le dimanche 26 novembre à 13h30, c'est un film sur le Sénégal de Marc Temerman, qui est un cinéaste conférencier belge. C'est la première fois qu'on le reçoit, un film vraiment magnifique sur ce pays méconnu qu'est le Sénégal en Afrique. Donc, on va voir la ville de Saint-Louis dans le nord, entre autres, le Cap Skirring dans l'extrême sud, l'île de Gorée, qui est un lieu de mémoire de la traite négrière, entre autres, le désert de Lampoul aussi, le fameux Lac Rose. Donc, un film à ne pas manquer de Marc Temerman, le 26 novembre, 13h30, le dimanche, à la salle André-Mathieu à Laval ou dans les salles environnantes. Sur le site www.lesgrandsexplorateurs.com, on peut y retrouver donc toutes les dates et toutes les villes à travers le Québec. Tout à fait. Il y a d'autres films comme Les Chemins du Sacré aussi qui seront présentés plus tard cet automne. Voilà, Les Chemins du Sacré, événement spécial, un film de Frédéric Lenoir, grand écrivain, grand philosophe, fait partie du film. Claire Barrault, la productrice, va être là. Une espèce de quête spirituelle, je vous dirais, pèlerinage à travers différents pays du monde entier, entre autres le Pérou, Japon, Turquie, Grèce, l'Inde, Guatemala, Tibet, Australie, Éthiopie, France, même le Québec, où est-ce qu'on retrouve Nicole Bordelot aussi, la maître yogiste qui fait partie du film. Alors, c'est vraiment un film un peu particulier, hors cadre un peu des grands experts, mais qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est exceptionnellement, ça soit un mercredi à la salle André-Mathieu à Laval, le 20 décembre à 19h30, mais c'est aussi dans les autres salles de spectacle. C'est vraiment un film à voir. En plus, parce que, bon, je pense qu'on apprend beaucoup de choses, puis c'est une espèce de petit voyage intérieur, exploration intérieure. Bien, en tout cas, puis je pense, moi, personnellement, la méditation, j'y ai recours très souvent, le yoga aussi, donc il y a une forme de voyage, comme vous avez dit, intérieur, qui peut s'avérer fort florissant, intéressant pour nous-mêmes. Et vous nous amenez où également? Est-ce qu'on s'en va sur la route 66? On s'en va, entre autres, sur la route 66. Juste auparavant, on va aller en Himalaya au mois de janvier, le 21 janvier, 13h30, toujours à la salle André-Mathieu à Laval. Découverte de minorités ethniques dans la région de l'Arunachal Pradesh. C'est une région qui est située dans le nord-est de l'Inde, qui a été revendiquée par la Chine, entre autres, où est-ce qu'on retrouve les moines danseurs, les plaines d'Assamès, l'île de Majuli, loin des clichés classiques de l'Himalaya. Au fait, c'est ça la particularité des grands explorateurs, c'est qu'on sort des sentiers battus et hors des sentiers touristiques. Étant donné qu'on peut passer beaucoup de temps dans les pays, des mois, voire même une année, mais on nous permet d'être vraiment en immersion par rapport aux cultures. C'est ça, vous avez le temps de connaître peut-être des acteurs locaux, donc vous avez le temps de vous lier, les gens, les artisans, autant de se lier en confiance avec les gens, donc de découvrir des bijoux peut-être, les derrière, j'oserais dire, le décor arrière du pays finalement. Tout à fait, oui, parce que c'est ça, étant donné qu'on est là longtemps, on peut avoir des contacts avec les gens qui vont nous amener chez les habitants, entre autres, et tout ça. Le côté humain très important à montrer aussi dans le film, et voilà. Ensuite, on vous ramène donc pour continuer la programmation 23-24. C'est sous le signe de la rencontre, c'est important, avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. C'est le temps de sortir, puis les frontières étaient fermées, puis les salles étaient fermées. Maintenant, les salles sont ouvertes, les frontières sont ouvertes. Donc, pour voyager, il n'y a rien de mieux que les grands explorateurs. L'Arménie vous sera présentée donc ensuite le 18 février. Toujours à la salle André-Mathieu ou dans les salles limitrophes. La route 66 dont vous parlez, le 17 mars, fameuse route 66. C'est un jour, un but, un objectif. C'est vrai? Oui. Je vous comprends. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais j'aimerais bien ça un jour. Donc, on va sur les traces, évidemment, de l'époque de la ruée vers l'or, de la conquête de l'Ouest, avec ce fameux film. Alors, du blues de Chicago, en passant pour le jazz du Missouri. C'est un véritable voyage dans l'Amérique d'hier. Et ça se terminera, donc, dans le circuit classique par le Japon, Tokyo, l'une des plus grandes mégapoles au monde. 14 millions d'habitants. Alors, avec son architecture démesurée, l'art des jardins japonais, la cérémonie du thé japonais, c'est un film de Philippe Soreille qui vous sera présenté, donc, le Japon, le dimanche 21 avril à la salle André-Mathieu à Laval. Et vous avez aussi également, je pense, des films ou du moins des œuvres hors série, je crois. Exactement. Hors série, c'est un peu différent, en fait, du circuit classique. Des films un peu d'aventure avec des jeunes et tout ça. Donc, il y en a un qui s'appelle « À travers le regard de 5 enfants du monde ». C'est un film de Vincent Cronental. Alors, c'est le quotidien de 5 enfants à travers différents pays du monde. Par exemple, la Papouasie en Nouvelle-Guinée, la Namibie, l'Iran, l'Islande, l'Indonésie. On voit leur quotidien et on peut comparer. Ça, c'est un film vraiment intéressant qui est présenté seulement en ligne, par contre, mais l'expérience en ligne est tout aussi intéressante à vivre parce que c'est la représentation de la ciné-conférence. Et il y aura un autre film aussi qui s'appelle « Les voies de la liberté » de Mélusine Malander. C'est une femme qui a parcouru près de 100 000 kilomètres à travers différents pays du monde, en moto, seule, pour parler de la liberté des femmes. Sujet qui, s'il en est un toujours pertinent, c'est de parler justement de nos femmes, la libération de nos femmes en quelque sorte, parce que la liberté vient en moto. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment, on peut y voir vraiment une corrélation. Là. Et quand on va dans des pays comme l'Iran, on sait la situation là-bas des femmes. Donc voilà, elle a vraiment voulu parler de ça justement aux femmes et donner la parole aussi aux femmes.
Alors, les moyens pour pouvoir, évidemment, connecter, tout est expliqué au moment de se parler, les liens au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, donc, de cette programmation 2023-2024 des grands explorateurs en ligne et dans les salles aussi également à travers le territoire lavallois, mais évidemment du Grand Montréal, incluant Laval. C'est possible de pouvoir connecter avec ces différentes œuvres. Merci beaucoup à vous. Merci, Alexandre. On se retrouve en cette nouvelle saison et c'est ce début du mois d'octobre d'ailleurs qui nous ravive à l'esprit que les photocutes, si c'est pas du marathon, si c'est pas des pommes ou des couleurs, là, je pense qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux par les temps qui courent. Elle est photojournaliste également, ambassadrice pour Nikon Canada. Sarah Maud, salut! Salut Alex, ça va bien? Ça va très, très bien. Contente de te revoir. Ben moi aussi, tu avais déjà, on dirait, d'emblée pris les dispositions qui sont d'usage pour nous parler de couleurs parce que tes lunettes aussi sont de saison. Comme Nikon, je vois en jaune. Ah, c'est vrai. Une bonne ambassadrice, pas pour rien qu'on t'a gardé cette année comme ambassadrice. Dis-moi, quel est le point de départ pour faire de belles photos en saison automnale, en ce début de saison automnale? Ben, en fait, déjà, la couleur, s'intéresser aux couleurs, c'est une bonne chose. On sait qu'en automne, il y a le rouge, il y a le jaune, l'orange, c'est les couleurs communes en général. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander avec quelles couleurs on peut les rendre complémentaires. Par exemple, si tu veux faire un sujet artistique avec une personne, un photoshoot, par exemple, de mode, bon, ben quel genre de couleurs tu peux aller chercher? On peut aller chercher, par exemple, des couleurs contraires comme le mauve, qui va être super intéressant avec des couleurs plus jaunes et tout ça. Ça va être intéressant pour faire des photos en automne, pour des photoshoots de mode, des choses comme ça. Mais on peut aussi vouloir faire des photos de paysage. Et dans ce cas-là, il y a différentes façons de faire. Puis il y a des heures aussi où il faut sortir. Vas-y, justement, les heures. Là, ben, en photographie, je te dirais que de toute façon, c'est le golden hour. C'est toujours le secret, peu importe la période de l'année, je te dirais. On dirait qu'en période, pas estivale, mais plutôt automnale, on dirait que le soleil, le golden hour, il est encore plus beau. Oui, parce que c'est moi. Non, c'est parce que je suis d'accord avec toi, parce que ça va chercher les rouges, les couleurs, ça vient exploser les couleurs, ça tire encore plus les couleurs. Ouais. Et ça le fait aussi au printemps, à l'été, mais comme tout est déjà rouge et très chaud, là, ça rajoute de la chaleur à la chaleur. Et c'est là où c'est une de mes saisons préférées parce que. Moi aussi. Barberousse! Non, mais là, à un moment donné, on va bien se valoriser une fois de temps en temps en tant que roux. On a été stressé pendant des millénaires, des centaines d'années, mais pour vrai, est-ce qu'en tant que roux, la pigmentation va y faire beaucoup? Tu sais, comme là, on parle de golden hour avec la lumière. En plus, moi, je fit avec l'érable en arrière de moi en étant roux. Fait que, tu sais. Mais en été comme en automne, ton roux avec le soleil va ressortir beaucoup plus, surtout si tu vas chercher un backlight, un petit peu, une lumière derrière, le soleil qui arrive par l'arrière un peu en contre-jour, c'est sûr qu'on va avoir le roux de ton poil qui va ressortir plus. Bon. Mais le secret, quand même, pour avoir des belles... Le secret en automne, c'est que c'est la période où il faut sortir de chez soi. C'est vraiment... le matin, c'est agréable. Le soir, c'est agréable. Parce qu'il y a beaucoup de contrastes aussi. Ça dépend. Le matin, avec le golden hour, quand le soleil se lève, c'est souvent le matin aussi en automne, on trouve de la brume. Donc, la brume, c'est magique. Ça rend les choses romantiques. Généralement, tu évites les contrastes. Tu veux des journées comme nuageuses où tu veux une lumière plus tamisée. Ça peut être très beau avec un soleil plein de puissance, mais dans ce cas-là, je propose de mettre un filtre polarisant, si c'est possible. Tu sais, si tu utilises un cellulaire, moi, ce que je fais, c'est que je prends une lunette polarisante solaire puis je mets le cellulaire derrière. C'est pas l'idéal, là, mais je travaille plus avec ma caméra. Oui, c'est sûr que là, on se comprend que le commun des mortels n'a pas l'appareil que toi, tu as. Là. Non, mais ça peut être n'importe quel appareil. L'important, c'est d'avoir un objectif puis une caméra. Aussi. Mais donc, c'est de faire attention à la composition dans ce cas-là, si je comprends bien. La composition, mais en même temps, tu sais, on parle souvent de paysage, où on voudrait prendre toute une forêt en photo, par exemple. C'est un défi, ça, parce qu'avec les multitudes de couleurs qu'il y a là, dans mais en même temps, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher quelque chose de plus précis. Donc, on peut juste faire le focus sur des sujets en particulier de l'automne. Comme un champignon, par exemple. Genre, voilà, exactement ce que j'allais dire. Une goutte d'eau sur un champignon avec des feuilles à côté. Tout ce qui va refléter l'automne. Puis des fois aussi, il y a du gel au sol. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir des contrastes de chaud et de froid. Comme par exemple, quand il pleut, des choses comme ça, ça peut être super intéressant. La terre, je trouve, je viens d'un monde agricole et lorsqu'on se retrouve dans la saison d'octobre assez avancée, là, je sais pas, il y a justement la terre, on dirait qu'elle est plus lourde, plus chargée, elle regorge encore plus de choses, on dirait, et de beauté finalement. Puis ça sent la terre. Tu sais, d'avoir l'impression, là, regarde, je m'en viens poétique, mais tu vois une photo, puis tu as l'impression que ça sent la terre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
Je sais pas pourquoi, mais lorsque je regarde tes photos, j'ai l'impression de ça. Lorsque j'ai vu tes clichés à saveur automnale, c'est le cas de le dire. À saveur automnale. À saveur automnale. Non, mais tu comprends de jouer. Donc, de ne pas avoir peur d'oser, de créatif, finalement. Non, puis souvent, c'est de se mettre au sol aussi. Comme tu parlais de terre et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne façon. Tu te mets la caméra au sol, que ce soit un cellulaire ou une caméra, et tu vas chercher beaucoup plus de lumière aussi qui rase. Tu vas aller chercher la chaleur de la terre, entre guillemets. Tu vas aller chercher les détails. C'est ça qui est intéressant. Puis en plus, on a plein de filtres maintenant qui sont disponibles pour pouvoir accentuer. En parlant de filtres, oui. Une bonne façon aussi de s'amuser, c'est de changer son white balance. Donc, c'est d'aller... Son white balance, c'est sa balance des couleurs. C'est ça, je m'en avais Et c'est en fait d'aller par exemple, photographier plus du chaud, aller vers le chaud ou aller vers le froid pour aider à changer complètement l'atmosphère de la photo automnale qui peut être super intéressant. Oui, puis on a ne serait-ce que nos parcs. Je veux dire, il y a une multitude d'endroits. Moi, je pense au Centre de la nature ici à Laval, qui est un endroit magnifique pour... on n'a pas besoin de sortir très, très loin. Parfois, on fait de la route, on s'en va dans les montagnes. On peut passer les Laurentides là, spontanément comme ça, qui n'est pas très loin de chez nous. Là, mais c'est les premières dans la région à être les plus rouges. Nous, oui, par exemple, nous autres en Estrie, on est les derniers. Ça dépend. Donc, on peut suivre l'automne. C'est intéressant aussi selon les régions. C'est bon de savoir où est-ce que ça commence en premier. Là, les fameuses photos de pommes. Oui. Oui. On peut-tu en jaser un peu? Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, Pour être créatif, là, je veux dire, on parlait de créativité, on parlait de pouvoir peut-être aller un peu plus loin là, que de sortir la fameuse photo de pomme, mettons, avec l'être aimé là, ou avec les enfants. Puis je comprends, c'est correct. Là. Je ne suis pas un rabat-joie, là. Je veux dire, c'est correct. Les citrouilles aussi, les courges ou autres, c'est la période de l'année, c'est très faste. C'est tant mieux. Mais peut-être nous amener ailleurs, là. Toi qui es tellement créative. Bien là, tu me parles de ça. Puis moi, tu vois, généralement, si je fais des photos de pommes, souvent, c'est pour des souvenirs. Donc, c'est pas nécessairement pour la créativité, c'est plus pour le souvenir. T'sais, donc, ça dépend, encore une fois, en photo, tu pars toujours avec l'intention. C'est quoi ton intention? Maintenant, s'il fallait que je sois créative là-dedans, je sous-entendrais la pomme, je sous-entendrais la citrouille, mais je les montrerais pas nécessairement clairement, ou alors je m'amuserais à juste voir une pomme croquer, puis marcher au loin, qu'on soit complètement flou, ou je sais pas, je dis première impression, premières idées, qui passent par la tête, mais je pense que je sous-entendrais ça plutôt que de me mettre officiellement en train de manger une pomme ou avec quelqu'un en train de manger une pomme ou avec des amis. Mais ça, c'est, comme je te dis, l'intention, moi, ce serait de dire, ben c'est des photos souvenirs. J'en vois plein sur les réseaux sociaux, c'est plus pour les enfants plus tard. Ah oui, tu viens, il y a 7 ans, là, elle était grande comme ça, puis c'est plus ça, moi, je pense. Je vois que tu as l'air à vouloir faire des photos de... Non, pas tant, mais je pense que je me souviens même pas de la dernière fois que j'étais allée aux pommes. Je pense que ça doit remonter à 6 ans. Okay. J'ai pas d'enfant, donc ça règle le problème aussi. Là. Mais avec des amis, c'est le fun. Une bataille de pommes. Hey, ça serait fou. Une bataille de pommes? Oui, mais les pommes sont déjà par terre, là. Oui. Puis là, tu dis, ça serait le fun, ça a shooté. À retenir. Mais peut-être faire attention parce que ça doit faire mal, une pomme sur la tronche, par exemple. Ah, ben, t'as qu'à survivre. Ben oui, effectivement, toujours dans la légèreté quand même. C'est comme ça qu'on termine cette chronique parce que j'aime toujours t'accueillir, te recevoir. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre chronique. Puis, entre-temps, allez voir sur le tsaramaud.com ce que tu fais, Instagram. Aussi parce que tu es une véritable artiste et je m'en remets à toi. Et là, j'ai encore une minute ou deux. Je ne sais pas à quoi m'attendre de la prochaine chronique, mais ça a l'air que tu vas me faire un genre de surprise. Là. Ça va dépendre avec ce qu'ils me disent en régie. Là, en régie? Alors, Alain, défi pour qu'on puisse vivre cette prochaine, pour que je puisse être capable de survivre à la prochaine chronique. Et que... Ça aurait dû être aujourd'hui, mais comme j'ai pas eu le temps de leur parler, il a fallu que j'improvise quelque chose à la dernière minute. C'était magnifique. Merci à toi. On se revoit bientôt. Avec plaisir. Merci. Éducalcool lançait récemment sa nouvelle campagne automnale qui se décline en 2 volets. On en discute immédiatement avec Geneviève Deshôtels, qui est directrice générale d'Éducalcool. Bonjour, Madame Deshôtels. Bonjour! Merci d'être avec nous. Et cette année, donc, ça se divise en 2 volets pour cette, je le disais, nouvelle campagne. Se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Ça en est, bon, le slogan, disons, principal de cette nouvelle campagne. Pourquoi ces mots? Parce que j'imagine qu'on a pensé de façon judicieuse à chaque mot, à chaque syllabe, là.
Effectivement, ce qu'on veut, c'est que les gens réfléchissent à leur relation à l'alcool. On ne veut pas être prescriptif sur des quantités. On veut que les gens se posent la question, quelles sont mes motivations à consommer de l'alcool? Est-ce que c'est davantage pour célébrer, pour déguster ou davantage pour me déstresser, pour compenser, pour m'automédicamenter? Dans quel contexte je consomme? Est-ce que c'est plus social ou davantage seul ou un peu des deux? Et quels en sont les effets à court, moyen, long terme, autant au niveau social, au niveau mental et au niveau physique? Fait que tout ça, ça fait qu'on se questionne, puis on arrive à se dire, bon, mais ce soir, voici ma juste mesure. Demain, ça sera peut-être une autre juste mesure, puis dans un mois, peut-être une autre juste mesure aussi. Alors vraiment, d'enclencher cette discussion-là, d'abord avec soi-même et pourquoi pas avec son entourage. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est parce que vous aviez remarqué par vos échanges, parce que je sais que vous sondez assez couramment à différentes campagnes les gens, est-ce que pour celle-ci, vous avez sondé les gens et vous avez vu que les motifs, disons, pour boire ont changé depuis la pandémie pour les gens ou en général? En fait, c'est surtout les contextes de consommation qui ont évolué. Pendant la pandémie, on a découvert, j'ai envie de dire, davantage à boire seul ou à la maison, dans un contexte qui est moins social. Et post-pandémie, on a gardé cette nouvelle habitude-là, en plus de reprendre nos activités sociales. Alors ça, effectivement, c'est venu jouer sur à peu près 25% de la population qui consomme de façon un petit peu plus risquée et c'est eux qu'on cible sans vouloir moraliser une fois, mais juste en donnant des outils pour que ces gens-là puissent dire « Ouais, peut-être que je pourrais revoir ma relation à l'alcool, voire peut-être diminuer un petit peu cette consommation-là, si c'est le choix, évidemment, de chacun. Vous avez dit, parfois, les gens étaient plus, disons, chez eux pour socialiser ou pour boire, finalement, se retrouver dans un contexte comme celui-là. Est-ce que le télétravail, vous y avez vu une cause à effet ou un lien avec ça aussi, ou spontanément? En fait, je vous demande ça. C'est ça. Scientifiquement parlant, c'est pas le télétravail qu'on peut dire parce que tu es en télétravail, tu consommes plus. Il n'y a pas cette corrélation-là. Mais le fait de finir sa journée et d'être à la maison, d'avoir, je vais me dire, le réfrigérateur à proximité. Le réfrigérateur n'est pas loin, hein? C'est ça, exactement. Peut-être qu'il y a des habitudes qui se sont créées. Et c'était pour ça notre campagne l'année dernière, si vous vous souvenez, quand on disait « c'est toi le boss », c'est ça qu'on mettait de l'avant en disant « on peut sauter un soir » pour juste s'assurer qu'il n'y ait pas une habitude où on se demande « hey, finalement, c'est vrai, pourquoi je prends de l'alcool, moi, ce soir, en finissant de travailler? » C'est pas juste parce que ça me tente, c'est parce que c'est devenu une habitude. Puis c'est ça qui peut devenir, j'ai envie de dire, plus risqué comme comportement. On veut juste éveiller les gens à se dire, posez-vous la question, puis trouvez votre juste mesure. Oui, puis en plus, le frigidaire n'est pas loin, puis il n'y a pas de type à donner en plus. Fait qu'il y a ça aussi qui est plus facile. Mais de façon un petit peu plus sérieuse, je reste évidemment dans le fil de notre conversation actuelle parce que vous avez dit les outils, justement, qu'on donne aux gens. Quelles sont ces stratégies que vous donnez aux gens pour, disons, mieux faire comprendre s'ils ont peut-être une petite problématique de consommation, du moins, sans être moraliste, évidemment, on se comprend. Bien sûr, je le disais tantôt, de se poser la question, c'est quoi ma motivation à consommer? Dans quel contexte je consomme et quels sont les effets à court, moyen, long terme? Est-ce que le lendemain, je suis plus impatient? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire? Je m'excuse, tout ça. Tu sais, quels sont les effets de la consommation? Et ensuite, au niveau physique, à moyen, long terme, est-ce que la consommation que je prends selon les données scientifiques qui me sont présentées dans nos différentes publications, est-ce que je suis davantage à risque? Parce qu'on s'entend que l'alcool est un facteur de risque, n'est pas une cause à effet. Des fois, les gens mélangent ces deux aspects-là. Il n'y a pas de cause à effet, mais c'est un facteur de risque. Qui accroît. C'est quand même un produit qui n'est pas comme les autres. Oui, tout à fait. Et là, vous êtes justement, parlant de cette campagne-là, vous vous êtes donc associé, si je peux dire comme ça, à l'émission très populaire Occupation Double. Donc, pourquoi cette stratégie de le faire avec Occupation Double? Peut-être nous en expliquer un petit peu plus loin pour élaborer là-dessus. Bien sûr, on a l'immense privilège avec Occupation Double de ne pas juste être en mode commanditaire, mais on est dans le contenu. Alors, avant que les candidats partent en Andalousie et l'équipe de production, j'ai eu la chance de les rencontrer pour justement discuter
de ce que c'est une consommation consciente, responsable, saine, dans un contexte OD. Et je vous dirais que c'était très intéressant d'avoir ces discussions-là. Particulièrement, on a parlé du volet sans alcool et de l'alternance. Ce que les candidates me disaient, c'est le verre à la main, c'est un peu comme ma béquille. Je n'ai comme besoin socialement, mais il n'est pas toujours obligé d'avoir de l'alcool dans le verre. Et c'est la première année que OD offre du sans-alcool aussi. Alors, ils ont l'opportunité d'alterner. Alors ça, déjà, c'est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, comme commanditaire, on a fait une publicité spécifique pour Occupation Double, question d'aller chercher le public qui l'écoute, c'est-à-dire les jeunes et nos ados aussi qui apprennent à consommer de l'alcool aussi, hein, et qui voient souvent les candidats, les candidates comme des modèles un peu instantanés, mais des modèles quand même. Alors, de les voir justement avoir une consommation saine, plus responsable c'est bon aussi. Oui, littéralement. Vous avez un deuxième volet. Justement, on l'évoquait, on a encore le temps, puis prenons le temps de toute façon. Elle se décline comment cette deuxième séquence là, pour la campagne? Campagne d'information. Alors, donc, des capsules que vous allez retrouver essentiellement sur le web, alors que ce soit via nos réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir nos pages, autant Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on est même sur TikTok depuis hier. Alors, vous pouvez aussi aller voir ça. On est en mode exploratoire sur TikTok. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il faut bien essayer pour voir les... Jusqu'à date, la réponse est très bonne. Et donc, par conséquent, une capsule sur la santé mentale, une capsule sur la santé sociale et une capsule sur la santé physique où on a interrogé des monsieur, madame, tout le monde et nos experts à la fin qui viennent recadrer certains éléments en lien avec ces thématiques-là. Donc, en toute transparence, si je ne m'abuse, nommé en toute transparence. Exactement. Et d'ailleurs, on en a une de Dr Youssef Alami, qui est psychologue, justement, qui vient vulgariser, justement. On parlait justement de lui qui est conseiller scientifique pour vous, pour Éducalcool, qui explique les effets quant à la santé physique, ce que vous avez un petit peu expliqué un peu plus tôt. Alors, très intéressant. Alors, on peut retrouver le tout avec les liens qui sont au bas de l'écran actuellement. Madame Geneviève Desautels, directrice générale d'Éducalcool, merci beaucoup à vous d'être venue nous parler. Et pouvez-vous finir, juste parce que ça me fait tellement plaisir d'entendre cette phrase-là à chaque fin d'entrevue? Oui, la modération, bien meilleur. L'état que j'étais la veille n'est plus le même le matin, donc je me pose excessivement beaucoup de questions. Anxiété. Bon, donc l'anxiété, là, on est dans un jeu de mots un peu avec hangover qui vient de l'anglais, donc lendemain de veille. Anxiété, pourquoi? Parce qu'il y a comme un effet physiologique qui se passe après avoir consommé de façon généralement excessive la veille, où est-ce que notre cerveau devient plus stimulé, mais comme hyperactif, qui fait que ça génère aussi de l'anxiété. C'est pas un sentiment qui est super fun, c'est beaucoup plus de l'anxiété que du hangover, si je peux dire. Non, moi, j'ai arrêté de boire, ça va faire bientôt 27 ans. Moi, je suis un hypersensible, anxieux. J'avais besoin d'anesthésie. La vie était belle hier, pourquoi elle l'est pas aujourd'hui? Pourquoi c'est revenu? Pourquoi ça me parle encore? Pourquoi j'arrête pas de penser que je suis partout en même temps, que il y a pas assez de 24 heures dans une journée? Je pense que quand je change ma veille, déjà, je passe l'étape de pourquoi j'ai fait ça. Puis après, je peux me poser des questions existentielles, ouais, ça peut arriver. Après, l'anxiété, généralement, non, je suis pas quelqu'un d'anxieux, donc ça va. Tout mon travail de fond sur ma santé physique a amené des bénéfices sur ma santé mentale, c'est sûr. Donc, mon anxiété est beaucoup plus contrôlée. Puis maintenant, je sais comment, quand je sens que j'ai une montée d'anxiété, mais je sais comment la contrôler naturellement. L'effet calmant là, de l'alcool, au début, ça fonctionnait très bien. Là. À un moment donné, là, tout est beau, tu deviens cool et tu te sens à l'aise. Mais à la longue, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu en as besoin de plus en plus. Généralement, quand on consomme de l'alcool, eh bien, il y a comme un effet apaisant qui arrive dans plusieurs régions du cerveau. C'est comme un effet rebond de cet effet apaisant qu'on peut avoir quand on consomme de l'alcool. Je dirais pas que la solution, c'est de ne pas boire, mais je dirais que la solution, c'est de ne pas boire de façon excessive. En toute transparence, je réfléchis beaucoup sur ma consommation d'alcool.
heureux de vous retrouver dimanche prochain et c'est comme ça qu'on va pouvoir tout au long de la saison vous faire part de sujets qui vous concernent. D'ailleurs, vous avez peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des commentaires, des suggestions en tout temps. Vous pouvez nous acheminer le tout sur notre page Facebook. Heureux de vous savoir à l'écoute également sur le tvrl.ca. Vous voulez rattraper, retrouver nos émissions, nos entrevues, nos chroniques également très percutantes et pertinentes sur notre chaîne YouTube de TVRL, autre lieu pour pouvoir donc écouter nos émissions. Et je veux vraiment saluer le travail de tous nos collaborateurs, chroniqueurs et aussi les acteurs de l'ombre qui sont si précieux pour moi, notamment Lucette, Jacques, aussi Daniel, Yannick, Tommy, Alain à la réalisation, Précieuse Manon aussi, elle qui est à la recherche. Et n'oubliez pas de jouer avec nous tous les dimanches au bingo. Et cette semaine, 1er du mois, donc vous comprenez la mécanique suivante, 4 000 $, donc 2 500 $, la carte pleine. On se retrouve la semaine prochaine.